Bonjour, bonjour tout le monde. Bon alors, je crois qu'il y a des gens qui ont du mal à trouver la salle. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente à trouver. Moi-même, il a fallu que Alexandre vienne, vienne me retrouver en bas pour que je trouve le chemin. Merci d'être là. Je suis... Ah, bah, au moins vous êtes quand même au bon endroit. Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir à Big. Bon, vous le voyez, hein, Big, ça fourmille. Il y a Julien Norona, il dit tout le temps qu'on fait des événements très tachycardiques. C'est le cas, ça n'arrête pas ça vit, ça bouge. Et on est content d'avoir cette programmation sport dans Big, à l'Arena. Après un gros sport définition qui a eu lieu au mois de juin, on est ravis de pouvoir remettre une petite piqûre de rappel pendant Big, d'autant qu'il y a eu les JO qui ont été un moment fantastique. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que aujourd'hui, on a des vraies pépites, des vraies belles boîtes à valoriser en France et qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure pour pouvoir développer ça, participer au développement du commerce extérieur, d'aller chercher des marchés, de développer nos boîtes et puis de faire des liens et des ponts entre différentes populations, que ce soit des PME, des ETI, des startups, des fonds d'investissement, d'autres institutions financières, des banques, BPI France évidemment. Et c'est un peu le rôle et la mission qu'on s'est donné avec la communauté des meneurs, où on a vraiment voulu tenter de pouvoir décloisonner différents secteurs, différentes verticales qui existent autour du marché. Il y a énormément de choses qui se passent. Je vais pas m'éterniser parce que je pense qu'on a un beau panel et ils vont vous en parler. Mais très rapidement, quand même, il y a eu des belles initiatives qui ont été lancées. Il y a l'accélérateur de BPI France qui va bientôt démarrer. Donc, il est en cours de remplissage. On prépare un sport définition numéro 2 pour l'année prochaine. Et on va créer aussi plus de verticales autour de la communauté des meneurs. Ça va être au programme à partir de maintenant et sur 2025, avec quatre verticales que sont les meneurs clubs de sport. Toujours, c'est notre matière première. On les soutient, ils sont partout sur le territoire, ils nous accueillent à chaque fois qu'on fait des événements en région. On aura aussi les meneurs tech pour rassembler les boîtes dans l'innovation. Pour la plupart, vous en faites partie et on échange énormément avec Jacques et la Sportec. Et puis ensuite, il y aura aussi les meneurs fonds d'investissement et les meneurs PME-ETI. Tout ça agrémenté de contenu, d'intelligence économique et l'idée étant de pouvoir faire circuler tout ce qui se passe et tout le business. Donc, merci encore d'être là. Je vais laisser la parole à Jacques et à ses invités pour un super moment autour des startups, de la Sportec et des JO. Merci beaucoup, Mustapha. Il y a Lisa qui va venir avec moi, Lisa Bost, qui est responsable sectorielle de l'innovation à la BPI, qu'on peut applaudir. Lisa. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de la table ronde où on va parler d'exemples hyper concrets de start-up de la Sportec qui ont été présentes, qui ont été visibles, souvent en partenariat soit avec une fédération dans l'occurrence, soit avec un partenaire privé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait déjà vous dire un petit peu ce qu'est la Sportec, parce que c'est vrai que dans l'univers du sport, il y a beaucoup d'acteurs. Nous, on est un acteur récent, puisqu'on est un collectif qui a été créé en 2019. Donc on est un peu un collectif en mode start-up, puisqu'on grossit chaque année. On ne fait pas des levées de fonds, mais on cherche évidemment toujours des partenaires privés. S'il y en a qui sont dans la salle, n'hésitez pas, on a une brochure à vous donner. Et plus sérieusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment eu un élan sur les 2 dernières années assez fantastique, notamment grâce au ministère des Sports et à Amélie Oudéa-Castéra, qui a énormément cru dans cette idée que l'innovation et l'impact peuvent déverrouiller beaucoup de choses au niveau de la pratique sportive. Donc nous, notre credo, puisqu'on est tous entrepreneurs, c'est vraiment de se dire que si le sport reste comme il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, on ne va pas créer de l'envie et on ne va pas créer de nouveaux adeptes de la pratique sportive, que ce soit chez les jeunes, chez les adultes ou chez les seniors. Voilà, donc il y a un vrai rôle d'acculturation que sans innovation, sans impact environnemental, sociétal et évidemment technologique, on n'arrivera pas à se défaire de cette image qui n'est pas qu'une image, que la France n'est pas assez sportive.
On est 119e nation sur 145, 119 sur 145. Ce n'est pas un super classement, surtout quand je vais vous dire de quoi il s'agit, sur la pratique sportive des adolescents. Voilà, 119 sur 145. Donc nous, on n'est pas du tout satisfait de ce chiffre-là. Et notre premier moteur, quand on se lève le matin, et voilà, les start-upers, il y a un rugbyman connu qui s'appelle Benjamin Kaiser, qui a monté un fonds d'investissement qui s'appelle TeamPack, qui investit beaucoup dans les sociétés à impact, notamment dans le sport, qui dit que les entrepreneurs, ce sont les athlètes de haut niveau du quotidien. Parce qu'en fait, tous les matins, il faut se lever, il faut avoir une hygiène de vie importante, il faut faire du sport, mais surtout, il faut avoir une forte capacité de résilience, parce que tous les jours, il faut se réinventer, avoir une forte agilité et trouver des moyens de justement révolutionner ce monde du sport. Voilà, donc c'est une économie qui est fructueuse. Hein, en 4 ans, sur les 4 dernières années, c'est l'étude de Deloitte qui dit ça, on a levé plus d'1 milliard d'euros de financement, c'est pas rien. On est 7e nation mondiale, hein, donc on est 3e nation européenne. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le premier mondial, c'est les États-Unis. Eux, ils ont levé dans le même temps 16 milliards. Donc quand une société française lève 1 million, le même projet, avec la même idée et le même profil d'entrepreneur, aux États-Unis, ils lèvent 16 millions. Donc ça nous laisse en face à nous une concurrence qui est difficile à combattre parce qu'ils ont plus de moyens. Alors comment on fait pour changer ça? Nous, on a des velléités européennes. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a besoin de s'ouvrir sur le monde. On ne peut pas y arriver seul. Donc on a des vraies velléités européennes. Et il faut qu'on soit capable, tous ensemble, d'aller chercher soit des partenariats, soit des débouchés commerciaux en dehors de la France. C'est primordial. La deuxième idée qu'on a, c'est profiter de la chance unique d'avoir des organismes comme la BPI qui sont en soutien de l'innovation. Je vois, il y a Charlotte en face de moi, il y a Lisa qui est là, il y a Mustapha qui l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de projets qui n'existaient pas il y a encore un an, notamment grâce à cet atelier qu'on a fait l'année dernière avec la ministre des Sports, le ministre du Numérique, le DG de la BPI, Nicolas Dufour, qui était présent, Magali, qui est en face de moi de Sportsora. Tout l'écosystème s'est réuni et c'était assez fascinant de voir que grâce à cette impulsion, on a pu créer un accélérateur dont a parlé Mustapha. C'est 1,5 million de financement sur 3 ans. Plus de 60 entreprises qui vont être coachées comme en MBA. D'ailleurs, je pense que HEC est associé au projet, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi des choses un peu indirectes qu'on ne voit pas, mais grâce à cet élan, le fonds de l'ANS, l'Agence nationale du sport, de plus de 2 millions d'euros pour la digitalisation des fédérations, c'est difficile à dire, a été maintenu. Ça veut dire qu'on continue la transformation des fédérations pour qu'elles soient le plus moderne possible. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres projets comme la Grande Cause nationale, dont on va reparler tout à l'heure, qui a mis 150 000 € en jeu pour 3 startups, pour encore une fois trouver des nouveaux moyens de faire du sport un petit peu autrement. On en reparlera tout à l'heure. Donc il y a énormément de choses qui se passent. On est passé de 50 entreprises à 160 en moins d'1 an. On finira l'année pas très loin des 200. Il y a Jules qui me regarde en me disant « Putain, ça va être dur 200, mais on va y arriver ». On a 2 permanents qui sont dans la salle, qu'on peut applaudir d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent discrètement Jules et Hello. Merci pour tout le travail abattu. Voilà, donc en gros, nous, notre idée, c'est de peser encore plus qu'avant sur cet écosystème, en ayant avec le comité olympique français, avec les fédérations, avec les clubs, un discours un peu agressif pour dire qu'il faut changer les choses. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé chez un équipementier qui s'appelle Nike, dans des clubs pro de foot et de rugby. Il y a vraiment des choses à faire. Voilà, on est dans un univers où c'est pas de l'artisanat, il ne faut pas exagérer, mais quand on enlève le sportif, où il se passe plein de belles choses, sur tout le reste, on peut énormément progresser. Si on veut être compétitif au niveau européen et mondial, au niveau des clubs, voilà, les investissements des fonds étrangers, c'est bien, mais peut-être qu'un jour, ce sera des industriels français ou même des startups françaises qui seront devenues des licornes, qui pourront racheter des clubs de Ligue 1, par exemple. Donc on a peut-être des idéaux qui sont trop haut placés, mais on a beaucoup d'ambition. Et surtout, nous, on se nourrit de ces presque 200 entreprises qui nous donnent énormément d'idées et d'optimisme, parce qu'on sait que demain, grâce à toutes ces boîtes, on sera une vraie nation sportive. Merci beaucoup. Merci Jacques. Et donc pour enchaîner rapidement, côté BPI France, donc nous on a vraiment aussi observé en termes d'innovation, donc pour les grands événements sportifs récemment, beaucoup de projets extrêmement intéressants, que ce soit aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi dans d'autres événements. Et on considère que ça a vraiment été une vitrine mondiale du savoir-faire français. Ça a fait émerger un faisceau d'innovation très important.
Et on doit maintenant poursuivre cette dynamique de consolidation du savoir-faire français sur plein de domaines, hein, que ce soit donc, dans la construction qu'on a pu voir donc, pour les sites et villages olympiques, mais aussi sur l'accessibilité, l'inclusivité des événements sportifs, leur impact environnemental, sur la fan expérience, la gestion et les outils numériques pour la très haute performance, et aussi par exemple la cybersécurité, on y pense moins, mais c'est un domaine très important. Et donc on a vu pendant ces dernières années, grandes et petites entreprises, décideurs, organisateurs d'événements sportifs, mais aussi des universités, des laboratoires de recherche, des institutions qui se sont vraiment réunis pour que chaque brique d'un événement comme les JO puisse être un succès. Et donc à BPI, on est convaincu que cette dynamique d'innovation doit se poursuivre. En parallèle, par exemple, le ministère des Sports a annoncé en mars donc, le renouvellement du contrat de filière qui vise encore à soutenir l'écosystème et à maintenir la dynamique post-JO. Nous, de notre côté, donc, en partenariat avec le ministère des Sports et avec le soutien de la Sportec, il y a un accélérateur Sportec qui a été lancé par BPI France et on est en cours de recrutement de la première promotion. Donc, il y a Charlotte qui est présente aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller la voir après. Les meneurs donc, poursuivent et intensifient leurs actions. Et à la direction de l'innovation dont je fais partie, donc en 10 ans, pour rappel, BPI France, on a soutenu plus de 1000 projets en rapport avec le sport et l'innovation. Et ça représente quand même des centaines de boîtes bénéficiaires d'entreprises. Et ça va donc du développement logiciel et IA à la conception textile et de nouveaux matériaux, en passant par exemple la conception d'objets connectés. Et donc ce type de projets peuvent encore aujourd'hui être soutenus donc, via tous les dispositifs génériques de soutien à l'innovation qu'on opère. Et également, je voudrais attirer votre attention donc, sur le fait que dans le cadre de la stratégie d'accélération France 2030, donc, pour l'innovation et la prévention en santé, BPI France opère un nouvel appel à projet qui est le Challenge Prévention pour démontrer la valeur des innovations en vie réelle. Et donc c'est un appel à projet qui vise à soutenir des projets qui mettent en œuvre des dispositifs innovants dans le champ de la prévention. Et la promotion de l'activité physique est un des piliers de cet appel à projet. Donc voilà, si vous voulez avoir des informations sur cet appel à projet, il y aura donc la première relève et il y en aura d'autres, mais la première elle est le 10 décembre. Et il y aura un webinaire pour avoir plus d'informations sur ce dispositif le 23 octobre à 11h. Donc pareil, n'hésitez pas. Donc le cahier des charges est en ligne et il y aura ce webinaire très prochainement. Voilà. Bon, Charles, je te laisse. Lisa doit nous quitter parce qu'elle enchaîne avec une masterclass avec une autre société de la Sportec qui s'appelle Deeptimize. C'est de l'IA très très high level pour comprendre les mouvements des sportifs. Donc Lisa est sur tous les fronts, on la remercie beaucoup et on remercie toute l'équipe de la BPI. On peut les applaudir, merci. Et donc on va accueillir nos trois invités. Nathalie Paquet, présidente et CEO de Sporty Papers, qu'on peut applaudir. Jordan Gendre de Malakoff Humanist. Et Olivier Huc, qui est également CEO et fondateur de Hypercute, qu'on peut applaudir. Même la chaise de côté, si ça t'embête pas. Alors, on va commencer par le premier cas pratique qui a été visible pendant les Jeux Olympiques. Donc, Nathalie Paquet et Jordan, vous avez formé un binôme presque aussi successful que quelques binômes qui ont gagné des épreuves pendant les Jeux en canoë, etc. Nathalie, déjà pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Sporty Papers, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, comment ça marche ? Bonjour à tous, merci de ma présence ici. Donc Sporty Papers, on fait des jeux vidéo en mouvement. Le principe est ultra simple, on va utiliser la caméra de votre ordinateur, de votre téléphone, de votre écran, etc., tout type d'écran, pour vous faire bouger. L'avatar dans le jeu fait les mêmes mouvements que vous. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on est parti, et Jacques, tu l'as dit en intro, du constat simple et alarmant que 95% de la population ne bouge pas assez.
Ils connaissent les conséquences. On a besoin de les motiver. Ça tombe bien parce que 73% de la population joue aux jeux vidéo. Donc, au lieu d'être contre les écrans, on s'en sert. C'est notre allié. Tout le monde est sur les écrans. Et bien, c'est là où on va partir pour les amener encore plus à bouger. On a un modèle économique en B2B. On fait notamment des abonnements dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et pour reboucler avec ce qu'a dit Lisa en intro, on a eu le soutien de la région Île-de-France et de la BPI dans le cadre d'un InnovUp Bien Vieillir pour ajouter plein de paramètres dans nos jeux. Donc non seulement les gens... InnovUp Bien Vieillir, tu vas vite, c'est quoi déjà InnovUp Bien Vieillir? InnovUp Bien Vieillir, c'est une subvention de la BPI, fonds région et opéré par la BPI. Et le principe, en fait, c'est on a rajouté tout un ensemble de paramètres. On avait tous nos jeux dès le départ, parce que l'inclusion, pour nous, c'est ultra importante. Depuis le départ, on avait tous nos jeux en mode haut du corps. Donc, on pouvait être en fauteuil roulant ou assis entre deux conférences et vouloir bouger un peu, parce que la sédentarité, c'est en gros plus de 2 heures, et je parle sous ton contrôle, Olivier, 2 heures assis, on a des risques cardiovasculaires. Donc, c'est pour tout le monde. Et le principe de rajouter ces paramètres, c'est de vraiment enrichir l'offre et d'être auprès de publics en situation de handicap, auprès des seniors. Donc voilà, une offre abonnement. Et pendant les JO, on a aussi fait des activations. Je vais très vite là-dessus, mais c'est aussi un de nos modèles qu'on peut appeler un peu comme de la com interactive. Mais pour nous, c'est être là où sont les gens. Donc au Club France, typiquement, Sanofi sortait un nouveau produit, des patchs initiatives. Et on a fait un jeu pour mettre en avant le produit. Et en même temps, pour le découvrir, il fallait bouger. On a également travaillé avec la métropole Grand Paris. On a fait un jeu, on a reproduit le centre aquatique olympique. On a travaillé avec les archis et on doit nager. Donc on nage sans maillot de bain dans nos jeux. On était dans les fan zones. Donc en gros, autant qu'on soit dans les centres commerciaux jusqu'aux hôpitaux, c'est vraiment d'être présent partout et de faire bouger la population. Et juste un petit mot sur les JO qui ont eu un super... la cérémonie d'ouverture. Pour ceux qui connaissent Assassin's Creed, nous avons une belle référence de jeu vidéo puisque le porteur de la flamme avait représenté le personnage dans Assassin's Creed. Et c'est intéressant de voir que même dans les Jeux Olympiques, il y a eu ce rapprochement entre le jeu vidéo et le sport. On a applaudi les héros du sport, mais c'est vrai que les jeunes sont aussi beaucoup sur les héros du jeu vidéo, et d'où ce rapprochement intéressant. Alors, tu nous as parlé de Sanofi, tu nous as parlé de la région Île-de-France, de la métropole du Grand Paris. Tu n'as pas parlé de Malakoff Humanis. C'était fait exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous vous rencontriez et que ça fonctionne? Donc voilà, donc là j'ai raconté tout ce qui était jusqu'au JO. Et pendant les JO, nous avions déjà entamé une relation avec Malakoff Humanis par le biais de Olivier Gillet, responsable des partenariats. Notre rapprochement, c'est un enjeu commun. On partage vraiment un enjeu de faire bouger la population. Nous, c'est vrai qu'on est vraiment très à prévention primaire. Donc, il faut que ça soit fun, engageant. Donc, c'était un enjeu commun, la rencontre avec Olivier et une très, très belle opportunité. La grande cause nationale, comme tu l'as dit aussi. Nous sommes lauréats de l'appel à projet Grande Cause Nationale. C'est arrivé en plein JO. Donc, nous sommes ravis et ça a été l'opportunité de concrétiser vraiment notre action ensemble et de monter ce partenariat. Est-ce que je le décris ou... Comme tu veux, franchement. Si Jordan veut se présenter, peut-être. Non. Allez, on va présenter Jordan. On va présenter Jordan. Donc Jordan Gendre, on s'est parlé un petit peu avant cette table ronde pour apprendre à se connaître. Déjà, un médecin de formation, donc ça c'est important de le dire. On peut l'applaudir puisqu'il a sauvé des vies plus que nous. Et avant d'être chez Malakoff, il y a un deuxième point commun très important avec beaucoup de gens dans la salle, c'est que tu as été start-upper. Donc tu connais bien l'univers. Exactement, effectivement. Donc moi j'ai eu les deux étiquettes, les deux casquettes. Donc je suis médecin toujours hospitalier en tant que médecin urgentiste. Et à côté de ça, j'ai envie de faire bouger la santé, la sédentarité, faire évoluer justement tout ce qu'on peut faire pour améliorer nos patients. Et donc le sport en est une. Et donc moi au sein de Malakoff, donc je suis le directeur médical et surtout en charge des programmes de prévention. Malakoff, pour ceux qui connaissent, donc c'est une mutuelle. On a peut-être 10 millions de personnes qu'on arrive à capter grâce surtout aux mutuelles d'entreprise. Mais il faut savoir aussi qu'on a une prévoyance et une retraite. Donc on touche vraiment beaucoup de patients, beaucoup d'assurés avec différents profils. Et c'est ce qui nous intéressait justement sur le partenariat avec Sporty Papers. Alors lequel des deux nous parle de ce partenariat là? On ne sait pas qui.
Allez, comment je compléterai ? Donc l'idée en fait de ce partenariat, c'est d'être au plus près de tous les usagers. Donc il y a plusieurs approches. Il y a l'approche retraite. En gros, juste pour rappeler sur notre solution, en fait, autant on est disponible sur vos smartphones avec l'application Sporty Papers, et autant on est distribué sur tablette, sur ordinateur, sur grand écran. Donc en fait, dans le cadre du partenariat, il y a deux choses. Il y a être à la maison chez les gens, pour les retraités notamment, donc dans le kit jeunes retraités, c'est comme ça que vous l'appelez. Sporty Papers sera disponible et sera distribué. C'est aussi d'aller convaincre des décideurs, donc d'aller aussi dans tous les événements que vous organisez avec des animations Sporty Papers auprès des salariés. Et donc il y a vraiment ces deux volets. Toute l'approche, on distribue notre solution Sporty Papers via le mobile, et tout ce qui est événementiel au sein de vos événements et des lieux de vie, pardon. Exactement, si je voulais compléter, on parle du sport, mais nous, chez Malakoff Humanis, on a à cœur d'être dans la prévention et dans le dépistage. On a d'ailleurs mis en place un parcours de prévention qui s'appelle Mon Bilan Cardio, qui est pour que les gens puissent, un parcours digital puis physique, pour que les patients puissent, les assurés puissent avoir leur niveau de risque sur les maladies cardiovasculaires et sur les habitudes de vie. Donc on a mis en place ce parcours. Les gens, en voyant un pharmacien ou un médecin, peuvent compléter ce parcours et savoir vraiment en détail leur niveau de risque sur chaque maladie cardiovasculaire, diabète, infarctus, HTA, hypertension, dyslipidémie, mais aussi sur les habitudes de vie, notamment la sédentarité et l'activité physique. Donc c'est bien beau de leur dire, voilà, vous savez que il y a des efforts à faire là-dessus, mais quelles solutions proposer derrière? Donc on a notamment Olivier qui est responsable partenariat, et notamment partenariats digitaux. Pourquoi? Parce que nous, on veut quand même des solutions innovantes. Comme le disait Nathalie, on veut faire bouger des gens qui ont un certain âge, on veut faire bouger des gens qui ont un certain handicap, et pour lequel c'est plus difficile d'avoir les solutions d'aller faire du sport dans une salle de sport. Et donc nous, il nous fallait faire vraiment quelque chose d'innovant, qui puisse changer, qui puisse s'adapter aussi dans le monde de l'entreprise. Et donc effectivement, Sporty Papers peut vraiment s'adapter à la lutte contre la sédentarité avec ce protocole. Donc c'était vraiment pour nous un ADN vraiment fort du sport en entreprise et auprès de tout le monde. Pour la petite histoire, si on fait un rapprochement avec les JO, il faut savoir que chez Malakoff, on a aussi une fondation, Malakoff Handicap, pour lequel on est sponsor d'une dizaine d'athlètes de haut niveau, et notamment Nantenine Keita, qui a été la porteuse de flamme olympique, l'athlétisme. Et donc vraiment, ça fait partie de notre ADN d'avoir le sport justement ancré dans chacun de nos assurés. Et donc en tout cas, Sporty Papers a apporté une solution qu'on n'avait pas encore à mettre en application, et surtout innovante, qui permettait de toucher différemment nos assurés. J'ai une petite question complémentaire pour Jordan avant que tu passes le micro, parce que tu m'as aussi dit, et c'est toujours pareil, ça peut intéresser quelques startups dans la salle, que vous aviez un fonds d'investissement chez Malakoff Humanis qui investissait dans des solutions de santé. Effectivement. Avec pas mal de sous, donc c'est bien ça. Avec pas mal de sous. Effectivement, Malakoff Humanis est une entreprise assez importante pour laquelle on a différents fonds d'investissement. Je vous ai parlé de la fondation MH Handicap, justement, qui permettait d'apporter des solutions, mais aussi en sport et en lutte contre la sédentarité. Donc pour financer justement des projets porteurs auprès de c'est tous les handicaps et toutes les formes de bien vieillir. Et aussi, on a un autre fonds d'investissement qui s'appelle MH Innov, qui est vraiment dédié aux startups, aussi bien en santé, mais autour de la santé, il n'y a vraiment pas que la santé, il y a aussi la tech, l'innovation, pour lequel on accompagne et on investit chez ces startups auxquelles on croit. Incroyable, ça s'applaudit, ça. Magnifique. Alors les bénéfices d'un partenariat comme ça pour Sporty Papers, c'est quoi? Il y a plus de gens qui connaissent, il y a plus de gens qui jouent, il y a plus de gens qui font du sport. Oui, alors déjà, c'est notre ADN, c'est de faire bouger, donc carrément, qu'il y ait plus de gens. Et surtout, dans l'appel à projet Grande Cause, c'était vraiment ça qu'on a mis en avant, c'est d'aller chercher des gens qui ne jouent pas, qui ne bougent pas assez. Et c'est vraiment ça. Et c'est avec ce partenariat, on a vraiment trouvé le bon équilibre, en fait, de comment bien distribuer notre solution. Vous avez plein d'assurés et de bénéficiaires. Comment bien le distribuer et que ça soit pertinent pour vous avec tous les paramètres. Donc effectivement, la distribution et de faire bouger. Alors une dernière petite question pour Jordan. Est-ce qu'on est en France en retard, en avance par rapport aux autres pays du monde? Quelles sont les bonnes pratiques dont on peut s'inspirer à l'étranger?
Alors, comme tu le disais, des choses évoluent. Ces dernières années, on a vraiment une énorme évolution. La BPI encourage justement, et la Sportec aussi. Il faut savoir qu'à l'étranger, notamment les États-Unis, si je prends ce modèle-là, sachez que vos cotisations de mutuelles, de complémentaires, sont réduites si vous faites une activité physique. Même dans certains pays plus proches en Europe, vous pouvez diminuer votre cotisation si vous pratiquez un sport régulièrement. Alors après, tout est décrié parce que justement, on a accès à des données de santé sur les habitudes de vie des patients, sur leur nombre d'activités, leur heure d'activité par semaine. Donc c'est assez décrié pour le moment en France. En revanche, comme je le disais, il y a notamment des nouveaux procédés comme depuis le 1er mars 2024. Il y a maintenant des aides de l'État et des mutuelles pour pratiquer le sport, notamment les patients en affection de longue durée. C'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée, l'APA, qui est justement un financement de la caisse d'assurance maladie et des mutuelles, des complémentaires pour pouvoir favoriser le sport, justement pour des patients qui en ont le plus besoin, et notamment les patients malades d'une longue maladie comme un infarctus, comme des maladies assez sévères. Et donc justement, Sporty Papers ou les autres innovations technologiques en sport peuvent être une réponse justement à ce type de partenariat, en tout cas à développer grâce à cette aide de l'État. Ok, super clair. On va vous applaudir parce que c'est un cas d'usage très inspirant. Alors, avant de passer au deuxième cas d'usage, je voulais faire une petite annonce pour la Global Sports Week. Donc, Lucien Boyer, Laurent Damiani, qui est peut-être là, en tout cas que j'ai croisé à déjeuner, Marie Jaillant. Ils organisent un événement le 6 novembre, dont on est partenaire. Et il y a un appel à projet donc pour les startups qui sont dans la salle. Si vous avez aidé à l'organisation de grands événements sportifs internationaux, on dit GESI, G-E-S-I, vous avez la possibilité de déposer une candidature avant le 13 octobre. Et le 6 novembre, il y aura un palmarès de toutes ces sociétés qui ont permis à l'amélioration de l'organisation de ces grands événements sportifs qu'on a eus en France. Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux de Paris en 2024. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en 2026, on accueille les championnats du monde de hockey sur glace. On est en pourparlers pour avoir en 2027 les championnats du monde de tennis de table en province, à Montpellier. Et il y a un petit événement qui se profile en 2030 qui s'appelle les Jeux Olympiques d'hiver, qui va être organisé dans les Alpes. Donc évidemment, ce n'est pas fini pour les grands événements sportifs qui se déroulent sur le sol français. C'est évidemment une fierté et c'est évidemment une opportunité pour apporter un peu d'innovation, pour apporter un peu d'impact et pour faire travailler toutes les startups de la Sportec. Il y en a eu 17 pendant les Jeux de Paris. C'est bien. Mais forcément, vu que nous, on représente un collectif de 200 entreprises, on se dit qu'on peut faire un petit peu mieux. Donc sur JO 2030, on dit que minimum 100, c'est un bon chiffre. Minimum 100. On mettra la pression au prochain COJO quand il sera nommé. Mais en tout cas, on est assez convaincus que c'est une opportunité supplémentaire de montrer l'excellence de l'innovation à la française. Voilà, donc candidature avant le 13 octobre pour l'appel à candidature de la Global Sports Week. Vous trouverez tout sur leur site internet. Je me permets juste, parce que j'ai vu des gros yeux se lever pour le 13, oui c'est dimanche, mais le dossier n'est pas énorme, je l'ai ouvert. C'est un petit dossier, On travaille beaucoup quand on est start-upper, c'est pas grave. Alors, on enchaîne avec un exemple qui est extrêmement inspirant également, avec Olivier Huc, qui est donc CEO d'une solution qui s'appelle Hypercute. Il est accompagné de sa cofondatrice, on peut dire ça, Marilyn, qui est dans la salle. On peut les applaudir. Alors, on avait invité la Fédération française de boxe qui n'a pas pu venir, mais vous avez trouvé, ou en tout cas inventé, une solution incroyable dans l'univers de la boxe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Hypercute et comment ça marche ? Bonjour à tous, vous m'entendez bien, c'est bon? Ok. Donc je m'appelle Olivier Huc, je suis donc cofondateur de la société Hypercute. Hypercute, c'est une start-up qui est née il y a 3 ans environ. Nous avons développé une housse textile qu'on met sur les sacs de frappe pour les boxeurs pour les rendre interactifs, ces sacs-là. Donc l'idée, c'était de faciliter, je dirais, l'interactivité pour le boxeur. Et donc ce produit est un produit qui est un textile qui contient 8 capteurs. Ces capteurs ont chacun une LED. Et on met ça sur les sacs de frappe. Ensuite, on se connecte avec une application et on va pouvoir relever des métriques. On a 2 types de fonctionnement. On a le type, on va dire, libre, où on va pouvoir boxer où on veut et relever de la métrique. Et on a le mode guidé, où là, en fait, on a toute une librairie d'exercices qui sont des exercices pour les boxeurs, mais aussi pour ceux qui veulent simplement s'amuser sur un sac. Et on va donc envoyer des exercices qui vont allumer les LED et on va devoir puncher les LED pour performer.
Alors pour ceux qui sont un peu novices dans l'univers des start-upers, normalement quand on pense start-up et entrepreneuriat, on s'imagine un jeune de 18 ans qui sort d'école. On voit que tu as un tout petit peu plus que 18 ans. Ouais, merci. D'où vient cette sorte... Non mais on a à peu près le même âge, donc c'est pas très... D'où vient cette source d'inspiration et pourquoi la boxe? Est-ce que toi tu es pratiquant? Comment ça t'est venu? Alors en fait... pour faire juste un petit mémo sur notre aventure professionnelle avec mon épouse, avec Marilyn, nous avons monté plusieurs boîtes depuis une vingtaine d'années environ et nous avons toujours été dans le service. Moi, mon métier, c'est l'ingénierie informatique. Et donc, un jour, en allant à mon entraînement de boxe française avec mon fils, on boxe sur le sac et mon fils me dit c'est dommage parce qu'on n'a pas de métrique, on n'a pas de data. Et donc, ça serait bien qu'on puisse mesurer un petit peu les performances de tous les boxeurs qui sont passés sur le sac. Et certes, à l'époque, j'avais 45 ans. et quand mon fils m'avait dit ça, le système s'est mis à tourner, on a réfléchi. On est rentré, on a commencé à en discuter et on s'est dit on va faire un proto. On a fait un proto, ça a marché, on a fait un POC. Ce POC a fonctionné, donc on s'est dit on vend notre ancienne entreprise. Donc on avait une entreprise de dématérialisation de documents. On avait 35 employés, on a vendu la boîte et on a démarré celle-là. Et donc ça fait 3 ans qu'on est sur ce projet. Ok, donc tu es un entrepreneur à répétition en fait. C'est ça, ouais. Nous sommes des serial entrepreneurs. Et alors juste une petite digression, parce que je crois que boxe française, ça s'appelle aussi savate, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Savate, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde de la boxe, c'est plutôt un coup de pied, c'est quoi? Alors c'est ça, en fait, vous avez plusieurs types de boxe, et alors, tout le monde connaît, ou en tout cas entendu parler de la boxe anglaise, la boxe thaï, la boxe française, ou la savate donc. Et en fait, la boxe anglaise, c'est uniquement avec les poings. Et nous, on a fait un système qui soit compatible avec toutes ces boxes-là, le poing, le pied, le coude, le genou, etc. Et donc, on s'adresse à tous les types de boxe, mais pas que, puisque à partir du moment où on a commencé à montrer notre produit et qu'ils ont vu, les personnes ont vu que ça s'allumait, que c'était ludique, etc. Le fitness est venu nous voir et nous a dit mais nous, ça nous intéresse. On aimerait bien faire des cours collectifs. Donc, d'un produit où on a fait du one-to-one, c'est-à-dire une application, un sac, on a fini par faire un système qui pilote jusqu'à 10 sacs en même temps pour pouvoir inviter des groupes de travail, des groupes de sport plutôt, à boxer sur le même programme, tous en même temps. Voilà. Bon, technologie incroyable, innovation incroyable. Même quand on n'est pas boxeur, on a envie d'essayer. Donc c'est dire, après lever la jambe, il faut être un peu souple quand même. C'est pas si simple que ça, j'imagine. Alors oui, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé parce qu'on a des exercices. On propose des exercices très variés. Pour débutants, par exemple, quand on a fait les Jeux Olympiques, on n'a évidemment pas proposé des exercices de high kick. C'est trop dur. Ouais, on n'aurait pas eu un franc succès. Non, là, on avait simplement proposé un exercice de réactivité, c'est-à-dire qu'on avait 5 cibles qui s'illuminaient de manière aléatoire. Alors donc, juste peut-être, je t'interromps parce que ce qui est intéressant, c'est comment tu arrives à rentrer en contact avec Paris 2024. Parce qu'effectivement, il y a plein de boîtes qui rêvent d'être présents de près ou de loin sur les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui, à un moment, te permet d'accéder, entre guillemets, au Graal? Parce que c'est quand même, en termes de notoriété, fantastique. Alors, c'est gigantesque, c'est incroyable. Et on ne mesure pas encore les conséquences aujourd'hui, bien que ça ne fasse pas déjà un mois ou un mois et demi. Qu'est-ce qui nous connecte à Paris 2024? En fait, nous sommes une start-up qui évoluons dans un monde de boxe. Et c'est une discipline qui est très fermée. Qui est très, comme on dit, conservatrice. Et donc, on amène une technologie dans ce monde-là et forcément, ça interpelle. On s'adresse à différentes strates, on va dire, du sport, l'administration, etc. Et on arrive à avoir un contact avec la Fédé de boxe. Et donc, il y a une équipe de développement pour la boxe dans l'univers sportif en général sur le territoire. Et donc, on fait une première réunion et on explique notre produit. Et là, ils se disent, mais c'est incroyable. En fait, ça faisait des années qu'ils attendaient ça. Mais par contre, ils n'avaient pas encore eu d'équipe pour le développer jusqu'au bout et le mettre vraiment sur le marché, etc. Et nous, avec Marilyn, on a eu ce courage-là. Et on est allé jusqu'au bout. On a mis ça sur le marché. Ça a interpellé les bonnes personnes.
Et donc, ils se sont dit, il faut absolument qu'on fasse une animation avec ce produit-là. Voilà. Alors, c'était quoi concrètement l'animation? Qu'est-ce que vous proposiez? Alors, on avait proposé de mettre 4 sacs différents, d'accord, 4 sacs suspendus pour vraiment rappeler l'esprit boxe. Et en fait, l'idée, c'était de faire des binômes où chacun allait se fighter virtuellement l'un contre l'autre par binôme. Et donc, on accueillait les personnes 2 par 2 avec donc 2 fois 2 sacs. Et on avait 2 écrans. Et en fait, cet exercice-là était un exercice donc aléatoire où les gens devaient puncher les cibles qui s'allumaient. C'était un exercice de 20-30 secondes environ. Donc, c'était très accessible à tout le monde. On a eu des enfants qui étaient très jeunes, on a eu des adultes, on a eu des seniors, on a eu des handicapés, on a eu plein de gens comme ça. Donc on s'est adressé à tout le monde et donc tout le monde a pu essayer. On a vu passer 5000 personnes. 5000 personnes sur les 26 sessions qu'on a fait. Ça a été vraiment très, très intense, mais très émouvant, puisqu'on a vu à chaque fois le sourire quand les gens sortaient de notre animation. Voilà. 5000 personnes, ça s'applaudit encore une fois. Merci. Alors pareil, je fais une petite digression, mais il y a un petit accent chantant là. On est dans quelle région quand on t'écoute, Olivier? Alors, je suis originaire d'Avignon, mais aujourd'hui je vis du côté de Castres, du côté de Toulouse. C'est la région dans laquelle on développe tout notre système, puisque tout est fait en France. 100% made in France. 100% made in France. On a le textile qui vient d'Amiens, qui est tissé par une entreprise qui est de renom en France. On a les capteurs qui sont faits par une équipe d'handicapés, une entreprise adaptée. On a la carte électronique qui est faite à Castres. On a l'ingénieur électronique qui est du côté de Paris. On a la partie logicielle qui est faite à Bordeaux et la partie textile qui est faite aussi du côté de Toulouse. Voilà. Incroyable. Je crois que le Made in France avec un atelier d'handicapés qui travaille, ça s'applaudit encore parce que c'est vraiment exceptionnel. Merci. Alors, comme tu sais, moi je connais un petit peu le monde des objets connectés, pas dans le même sport, puisque mon travail au quotidien c'est de développer les capteurs footbar pour le football, oui, qui sont des capteurs connectés. Donc je pense qu'on partage la même conviction, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Notre conviction, c'est évidemment qu'une fois qu'on est capable de mesurer un certain nombre de performances, oui, en fait, on a la capacité de proposer notamment aux jeunes de nouvelles raisons, oui, de faire du sport. Oui. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de mesurer l'impact que vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, avec la fédération, sur le nombre de licenciés? Est-ce que c'est des choses que vous êtes capable de mesurer ou d'apprécier ou de prévoir pour le futur? Alors oui, on peut le prévoir, tout simplement. Alors aujourd'hui, on est trop en avance de phase par rapport à notre collaboration en dur avec les fédés. Il faut noter qu'on on travaille en collaboration, en partenariat avec la Fédération française de boxe et avec la Fédération française de savate. C'est pas la même. C'est pas la même. Alors, ouais, j'ai pas répondu à la question de tout à l'heure. Ouais. La Fédération française de boxe, donc la boxe anglaise, c'est que les poings, ouais, et la savate, c'est les poings et les pieds. Ouais. Voilà. Voilà. Pardon pour la digression de tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Et en fait, on peut le prévoir tout simplement parce que on a vu on voit sur le terrain, on le voit encore aujourd'hui. Tous les étudiants qui passent dans les coursives, qui s'arrêtent et qui veulent essayer, qui veulent taper, etc. On le voit. Enfin, Nathalie, je pense que tu le mesures toi aussi. On va faire la PGW dans quelques semaines, c'est pareil. Alors, la PGW, c'est la Paris Big Games Week. C'est-à-dire, c'est un événement qui est entre le e-sport, le sport, la gamification. Voilà. Et donc, quelle date comme ça on verra. Nathalie, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Pour la date, nous aussi. C'est du 23 au 27 octobre. Voilà. Voilà. 27, Porte de Versailles. Porte de Versailles, Paris Games Week, donc vraiment autour du jeu vidéo. Et vous voyez, c'est le jeu vidéo qui vient nous chercher pour mettre en mouvement les jeunes. Exactement, exactement. Et donc, effectivement, j'ai rencontré pas mal de personnes qui viennent du fitness, qui viennent de la boxe, du sport en général, du sport compétition et autres. Et ils nous disent, le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à capter l'attention des jeunes générations. Cette fameuse génération Z, qui n'attache pas assez d'importance au sport, peut être connecté grâce à nos produits, grâce à nos approches. Et la Fédération française de boxe et de savate et les autres l'ont bien compris, c'est qu'aujourd'hui, s'ils veulent capter l'attention de nouveaux adhérents, ils sont obligés de faire rentrer la technologie dans leurs espaces de sport. Voilà. Alors, on est quand même sur une thématique héritage des jeux, donc je vais revenir un petit peu sur Nathalie, puisque c'est
Ça nous permettra aussi de poser la même question tout à l'heure. Mais forcément, être présent sur les Jeux Olympiques, c'est une vitrine extraordinaire. Mais ça reste un moment assez court, finalement. Comment on réussit la suite? Comment on fait en sorte qu'on puisse transformer l'essai, pour prendre une référence rugbystique? Oui. Alors, je ne sais pas encore, parce que la suite est en train de s'écrire. Mais en tout cas, oui, c'est un moment de catharsis où vraiment le sport, l'activité physique, la compétition, etc. est mis en avant. On a eu la chance, comme je le disais en intro, d'être dans plusieurs lieux. Et si je reprends par exemple l'exemple de la métropole Grand Paris, en fait, ils ont acheté le jeu, ils l'ont fait à leur coût. Enfin, on représente le centre aquatique olympique et ils l'ont acheté en héritage. L'héritage, pour eux, c'était déjà inscrit dans la création du jeu. Les usages vont être multiples. Là, c'était très fan zone. Là, ils vont l'installer dans plusieurs autres, au centre aquatique olympique et dans d'autres lieux pour faire venir, faire découvrir le lieu à distance et les faire venir. Après, on a eu pas mal de commandes dans la Paris Games Week qui ont suivi. Donc, en termes d'entreprise, on a eu des belles commandes qui ont suivi. Et après, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec Malakoff Humanis. C'est un enjeu énorme. Il ne faut pas oublier qu'après les JO, les stats montrent qu'au bout de 3 mois, on revient sur des statistiques d'activité physique comme avant. Donc ça, c'est un énorme enjeu pour nous. Les jeunes, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais les jeunes ne bougent pas assez. Donc c'est à nous d'utiliser cette dynamique. On va dire que les JO, en tant que start-up, c'est un peu des labos. Quelque part, on met en avant notre solution et on teste des nouveaux usages pendant les JO. Et donc après, c'est à nous aussi d'utiliser ça. Et ce que j'adore avec le mot héritage, c'est qu'il est très multidimensionnel par rapport à 2024, parce qu'il y a l'héritage, on a utilisé tout le patrimoine de la beauté de nos villes, et ça fait des très belles images qui ont tourné autour du monde. On a créé du patrimoine parce qu'on a créé des nouveaux lieux, et justement le jeu où on a fait le centre aquatique olympique, ils mettent de la techno, tout est très digital. Et enfin, il y a l'héritage de l'activité physique. C'est un héritage actif, et là, c'est à nous, en tant que start-up du sport à impact, de vraiment s'en saisir et pleinement, et d'être dans le quotidien, parce que c'est le quotidien de tout le monde qu'il faut vraiment... il faut être là où sont les gens, je le redis encore, mais c'est en allant là où ils sont qu'on va pouvoir leur faire changer d'habitude. Ok, très clair. Et donc forcément la même question pour Olivier. Après, j'en ai encore une ou deux quand même, parce que ça m'a donné des idées, vos histoires. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi justement la suite, l'héritage des jeux? Qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité pour Hypercube? Alors, notre approche est très disruptive, comme on dit souvent en ce moment. C'est une approche du sport qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui petit à petit rentre dans les consciences. Toutes les personnes qu'on a pu rencontrer à travers cet événement-là, qui sont les Jeux Olympiques, que ce soit à Villepinte ou que ce soit après à Roland-Garros, ont pris conscience qu'en fait, ça ne pouvait pas ne pas être qu'un jeu. C'est-à-dire on pouvait l'utiliser comme un sport, réellement un sport, et que si on se prenait vraiment au jeu et qu'on le prenait au sérieux, on pouvait vraiment bouger et apprendre à boxer, ou en tout cas à prendre du plaisir à boxer. Donc, cette prise de conscience nous a permis de voir des étincelles dans les yeux des gens qui n'avaient pas encore capté ça. Et c'est souvent qu'on dit qu'il faut voir le produit en action pour qu'il se révèle. Nathalie, tu as la même... Voilà. En fait, ces événements-là, que ce soit BIG, que ce soit Vivatech, que ce soit les JO, etc., à partir du moment où on met en avant notre produit, à partir du moment où on le montre, tout de suite, ça devient une évidence. Mais tant qu'on ne l'a pas montré, tant qu'on ne l'a pas essayé, c'est toujours compliqué de se rendre compte à quel point c'est puissant. Et pour finir sur ma réponse, un peu longue, pardon, les JO, aujourd'hui, c'est des connexions avec les régions encore plus fortes. On se rend compte qu'il y a des applications, des use cases qu'on n'avait pas forcément identifiés et qui seraient utilisés ou utiles dans des sphères comme l'éducation nationale ou le sport en général, voilà, dans les fédés et autres. Et puis, on a eu tellement de mise en valeur. On était à une époque les stars de Villepinte, ils nous l'ont dit, qu'on a le CIO qui est passé et qui nous a demandé si ce produit-là pouvait être compatible pour dans 4 ans. Ah, le CEO de... Hein? Ah, magnifique. Donc on vous verra peut-être à Los Angeles, c'est ça? C'est une annonce? On verra. Ce serait magnifique. On verra. Serait magnifique. Oui. Alors, moi, je ne peux pas croire qu'avec autant de R&D,
autant de choix extrêmement courageux, comme tu l'as dit tout à l'heure, même si j'ai vu Marilyn dire il ne faut pas être humble, vous avez été très courageux de choisir que des artisans français pour vous aider, c'est vraiment incroyable. Surtout pour quelqu'un qui fait aussi de l'électronique en France, on sait la difficulté d'assumer ces choix-là, notamment au niveau financier. C'est vers là où je vais. Comment on peut aider dans la suite, puisque dans la salle, en fait, tu ne le sais pas, mais il y a énormément de business angels en puissance. Il y a même des fonds d'investissement qui se cachent. Je suis sûr, on peut les trouver si on les cherche un peu. En tout cas, qu'est-ce que c'est la suite pour que Hypercut demain devienne une solution internationale, puisqu'on a parlé de Los Angeles? Merci de me poser cette question. C'est très important pour nous aujourd'hui de parler de notre situation. Avec Marilyn, nous avons développé ce projet sur fonds propres. Nous avons investi tout notre cœur et nos économies là-dedans. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de commercialisation qui est bien entamée. Mais le marché français est un marché sur lequel on doit rebondir. C'est-à-dire qu'il faut l'amorcer, mais par contre, il ne faut pas s'arrêter au marché français parce que ça serait quelque part perdre un petit peu trop de temps par rapport à la concurrence qui va s'organiser. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on cherche des fonds, on cherche des soutiens financiers qui vont nous permettre d'aller sur des marchés comme les États-Unis et le Canada. On a fait le CES il y a 1 an et demi. On a eu le award de la meilleure innovation sport et fitness à Las Vegas en 2023. On a vu énormément de gens qui nous ont soutenus et qui ont cru à notre projet, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on a besoin que, quelque part, cette croyance soit transmise, soit transformée, pour qu'on puisse vraiment s'adresser aujourd'hui au marché américain qui nous attend de pied ferme depuis 1 an et demi. Donc, on a besoin de fonds, on a besoin de soutien financier, on a besoin de passer un step pour pouvoir vraiment exploser. Bon, donc l'appel est lancé. Pour ceux qui sont dans la salle et qui sont intéressés par le projet Hypercut, vous savez où trouver Olivier et Marilyn. On en est où sur Sporty Papers? Est-ce qu'on a besoin de financement pour la suite également? Alors certains invests disent on est toujours en levée, c'est ça. Bien sûr, pour notre développement, on a un produit, il est sur étagère, on vend, on a un catalogue de jeux, mais effectivement, pour aller à l'international, effectivement, pour ajouter des fonctionnalités de type, on ne veut pas que les gens restent devant leur écran, continuer le tracking à l'extérieur, se connecter à d'autres systèmes, on discute ensemble pour faire des jeux aussi ensemble. Enfin, vraiment, pour être écosystémique, on va dire ça comme ça, que Sporty Paper soit partout. Là, bien entendu, nous avons besoin de fonds et nous sommes à la recherche d'investisseurs avec plaisir. Ça bouge quand même un peu, il faut le dire. La BPI a soutenu on a 2000 projets on a souvent le soutien de la BPI. Oui. On a aussi des grands industriels qui se réveillent un peu, avec Decathlon qui a créé un véhicule d'investissement qui s'appelle Decathlon Pulse. On a évidemment des fonds d'investissement spécialisés dans la Sportec qui se sont créés ces dernières années. Un des plus anciens, Bruno était là tout à l'heure, c'est Venture, qui appartient à Natixis. Plus récemment, des sportifs de haut niveau qui ont porté des projets comme Blaise Matuidi, qui a créé un fonds qui s'appelle Origins, comme Benjamin Kaiser, Karabatic, Malametela et quelques autres avec Teampak. Et puis d'autres comme Pierre Gasly, qui lui est allé sur un fonds qui s'appelle Slam, ou Trail Capital. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de voir que les sportifs se mouillent. Alors, il y en a qui sont dans le monde de la natation qui se mouillent pour de vrai, puisqu'il y a aussi Alain Bernard qui est dans une boîte qui s'appelle Poulon à Marseille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement ils apportent leur notoriété et leur argent, mais surtout, on fait des tests en ce moment avec des sportifs un peu moins connus qui, pendant leur carrière, commencent à construire leur après-carrière. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. On n'est pas obligé d'être coach ou commentateur sportif à la fin de sa carrière. On peut faire aussi d'autres choses et on peut rentrer dans l'univers de la Sportec. Et donc, de plus en plus, on crée des passerelles. Nous, on essaie d'aider à ce mouvement-là, qu'on initie avec Pierre Paquin, qui est membre du bureau, comme Nathalie, d'ailleurs, qui est membre du bureau également, qui est un ancien sportif de haut niveau, parce que c'est un ancien skieur alpin, qui a monté une boîte qui s'appelle Airfit, et qui a dit « c'est dommage de ne pas créer des ponts entre ces sportifs de haut niveau qui, effectivement, ont besoin d'un agenda adapté. Ils ne peuvent pas faire les 35 heures à l'entraînement et les 35 heures en entreprise. Ce n'est pas jouable. Et donc, c'est vrai que ça fait partie des projets qu'on met en œuvre. Moi, j'aimerais bien entendre Jordan une dernière fois parce qu'on a parlé d'héritage pour les deux super startups dont on a parlé depuis tout à l'heure. Est-ce que pour Malakoff, il y a à un moment donné aussi une prise de conscience que le sport, bon, évidemment, toi, tu es plus que convaincu en tant que médecin, mais
qu'il faut faire encore plus. Tu vois, est-ce que sur les 200 millions que tu mets chaque année dans ton fonds santé, est-ce qu'au lieu de mettre 10 millions en sport, vous avez passé à 50 millions? Est-ce qu'il y a des choses extrêmement concrètes comme ça que tu peux nous annoncer? Je te mets un peu en difficulté, je suis désolé. Alors non, moi ce que j'aimerais faire comprendre, parce qu'on parle du sport, peut faire bouger, mais les gens ne comprennent pas encore vraiment l'intérêt du sport sur la santé. Quand on voit les chiffres justement sur la diminution du risque cardiovasculaire, il est astronomique. En faisant juste une demi-heure par jour, ça semble tellement négligeable, et pourtant les bienfaits sur la santé sont énormes. Donc moi, c'est vraiment avoir ce gap et réussir à justement faire comprendre que le sport, il n'est pas uniquement pour se divertir, mais il est surtout aussi un impact énorme sur la santé. On le voit bien, hein, les maladies cardiovasculaires prennent le dessus, l'obésité, toutes ces maladies justement qui sont en train de prendre de l'ampleur. Si on arrive à faire comprendre que le sport, c'est un plaisir, et dès qu'on y a goûté, finalement, on a envie de continuer. La solution, l'innovation, la tech, si elle peut permettre de modifier ce prisme, parce qu'effectivement, moi, ce que je veux dire, c'est que le sport, quand on est à l'école, parfois certains, c'est non, le sport, c'est pas pour moi parce que je déteste ça. Mais si avec l'innovation, la Sportec, on arrive à faire changer ce regard, changer ce prisme, en se disant, finalement, j'arrive à m'amuser, mais je prends aussi soin de ma santé. Et donc, oui, il y a en tout cas des choses à faire avec l'innovation en santé et notamment sur le sport pour changer ce regard de nos assurés et de toutes les personnes. Donc il faut vraiment qu'on aille faire nos 30 minutes. Si vous ne les avez pas fait ce matin, je vous invite à vite aller courir ou aller vite faire un petit tour à la piscine. Mais effectivement, c'est une différence dans nos espérances de vie qui sont fondamentales. J'ai entendu récemment, tu me diras, c'est peut-être une idiotie, qu'une heure en position assise, c'est pour ça que je suis debout depuis tout à l'heure, c'est 22 minutes d'espérance de vie de moins. Donc finalement, tu te dis, bon, tout le monde va se mettre debout. Alors, c'est pas prévu du tout, mais comme il nous reste 5 minutes, on va prendre 2 questions dans l'assistance, s'il y en a. S'il n'y a pas de questions, on va conclure. Mais si, alors, il y en a une tout de suite là. Sans micro, comme ça. Ah, il y en a une, c'est bon. Il y a un micro, on y va. Bonjour, je me présente, donc je suis Philippe Siret, je suis le cofondateur de Spotiride qui est aussi dans la Sportec. On a développé une solution digitale qui met en relation toutes les structures de sport et de loisirs nautiques pour l'instant et outdoor dans un futur proche et les pratiquants. Donc c'était une question pour Nathalie. Est-ce que tu aurais, suite à tout ce que tu as mis en place, des statistiques au nombre de personnes qui ont utilisé ton application justement pour bouger ? Oui, alors après sur chaque événement, événement on fait un bilan et donc bien sûr les datas. Typiquement, un peu les mêmes chiffres. C'était en continu au Club France, donc on a eu plus de 5000 personnes par JO, enfin un JO et après on a fait les paras. Et à chaque fois on étudie aussi qu'est-ce qu'ils utilisent comme paramètres. On va vraiment là typiquement avec tous les paramètres qu'on a mis, on va regarder quels sont les paramètres qui correspondent le mieux et ensuite de là on va pouvoir extraire et faire des programmes, parce que là ils peuvent tout choisir et après on sortira des programmes. Donc la data est ultra importante. Et après aussi pour nos clients, de savoir si, je sais pas, par exemple, on a une photo souvenir, donc combien de photos souvenirs ont été faites, combien de gens ont joué, combien de gens ont fait la photo souvenir, combien l'ont partagé sur les réseaux sociaux, etc. Donc bien sûr, on suit ça de très près. Si je voulais dire justement, s'il y a une priorité en tant que nous, investisseurs ou partenaires, c'est vraiment la data. Puisque nous, ce qu'il faut montrer, c'est on est prêt à investir, mais il faut montrer qu'il y a un réel impact sur la pratique, sur l'activité physique et secondairement sur la santé. Donc s'il n'y a pas de data, il n'y aura pas de partenariat, puisque justement, c'est nos seules données qui vont être palpables et montrer qu'on a un vrai intérêt sur la solution, sur n'importe quelle solution. Je voulais juste finir toujours dans le cadre, parce qu'en plus on est à la BPI, dans le cadre de l'appel à projet BPI qu'on a eu, on a l'université Aix-Marseille qui travaille, qui fait les études sur notre jeu, donc université externe sur l'exergaming et justement comment l'acceptabilité de la solution puis l'efficacité de la solution. Donc on est en plein dans ces études-là. Petite question pour finir. Je ne sais pas si ça lève la main au fond ou si ça discute. Non, ça discute. Non, pas d'autres questions. Alors, on va vous laisser tranquille avec une petite citation. On remercie Gatien Le Tartre de TradeMe qui nous fait le plaisir d'être là. Un des premiers présidents de la Sportec il y a quelques années qui a initié ce mouvement et qui d'ailleurs a fait un exit intéressant puisque c'est Decathlon qui est maintenant propriétaire en grande partie de sa société, ce qui est quand même le Graal. C'est-à-dire que quand on trouve un investisseur de cette dimension, ça veut dire qu'on a une proposition de valeur qui va durer sur le temps. Il y a beaucoup de projets qui ont besoin de financement, donc c'est pour ça qu'on a profité de cette occasion pour parler de startups qui grandissent,
mais qui ont toujours besoin de soutien. Moi, je finis toujours par une petite citation. Donc, je vais citer Monsieur Camille Lacour, qui dit les grands champions ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont ceux qui se relèvent le plus vite. Voilà, je pense que c'est très adapté pour notre univers d'entrepreneurs. Il y a quelques embûches sur le parcours. Ce qui compte, c'est de se relever le plus rapidement possible. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis bonne continuation de Big. Merci.